Voilà, super. Alors, pendant ce webinaire qui se termine à 12h30, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, l'équipe de Réseau F France, les administrateurs répondront volontiers aux questions. Il y aura aussi des temps de questions-réponses à certains moments. Donc là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser vos questions. Ça sera après les interventions des différents opérateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire une restitution des actions ont été menées en 24-25 par le Fonds pour l'Art. Donc, vous avez reçu une newsletter il y a 10 jours environ avec le rapport et les chiffres clés de ce rapport. Donc, si certains d'entre vous n'ont pas reçu cette newsletter, c'est un nouveau moyen de communiquer avec vous. Vous pourrez me le dire dans un second temps, vérifier dans vos spams et me le dire. Comme ça, on en parlera ensemble pour être sûr que les prochaines newsletters du Fonds pour l'Arbre, vous les receviez bien. Donc, vous avez dû remarquer que le rapport a un nouveau format qui est plus concis et qui reflète les actions qui sont menées par les opérateurs bénéficiaires sur le terrain, comme les années passées, mais aussi qui reflète les actions de porte-voix du Fonds pour l'Arbre. Donc ça, c'est nouveau, les actions de plaidoyer menées par Réseau F France et financées par le Fonds pour l'Arbre, ou les actions de CGA et les animations de plantation avec les mécènes. Donc, le rapport met en valeur de nouveaux indicateurs. C'est des indicateurs qui sont basés sur une matrice qui a été mise au point à partir de 2023 par Andrea, qui a été fortement poursuivie par Laura, qui est avec nous aujourd'hui, qui était en alternance et qui est là avec nous en contrat de 6 mois pour nous épauler sur la coordination, le programme du mécénat et le programme du Fonds pour l'Arbre. Et donc, ces indicateurs, ce travail a été accompagné par un GT indicateur qui était composé de Marine, qui est avec nous aujourd'hui, d'Émilie aussi de la Fondation Ecotone. Et cette matrice a aussi été travaillée par le séminaire en juillet 2024, donc les mécènes du, du Fonds pour l'Art. Donc, ce webinaire vise à donner la parole aux acteurs de terrain qui sont avec nous aujourd'hui. Nos intervenants seront Thierry Luisin, qui est directeur des planteurs volontaires et qui est administrateur de Réseau F France pour le Fonds pour l'Arbre en tant que suppléant. Laura Wilson, donc chargée de programme du Fonds pour l'Arbre Réseau F France. Raphaël Combes, qui est directrice de l'atelier agriculture Avenois-Thiérache dans les Hauts-de-France, Maxence Bell, qui est chargé de projet Label Haie chez Réseau F France, Florentin Brard, qui est éducateur environnement au CPE des Pays de la Croise, des Pays creusois, Baptiste Sanson, responsable stratégie projet Réseau F France, et David Roland, qui est président notamment de Réseau Haie Bretagne, qui clôturera ce webinaire. Donc, en introduction, notre programme, ça sera d'abord de faire un rappel des principes clés du Fonds pour l'Arbre, de son dispositif global de soutien. Je ferai un point sur le budget 24-25, les actions de porte-voix qui ont été menées et le travail que le collectif de mécènes a mené ensemble. Et dans un second temps, qui nous occupera la plupart du temps, ça sera un point qui sera fait par les salariés experts de Réseau F France et les bénéficiaires du Fonds pour l'Arbre. Un point sur les actions qui ont été menées en 2024-2025 grâce au soutien du Fonds pour l'Arbre. Un point sur les enjeux et également les perspectives en 2026. Alors, je vais introduire Thierry Luisin qui va ouvrir ce webinaire. Donc, comme je disais, Thierry est cofondateur, directeur des planteurs volontaires qui existe depuis 2013 dans les Hauts-de-France, qui accompagne les agriculteurs, les entreprises et les territoires, les collectivités dans leurs projets de plantation. Thierry est donc aussi élu représentant de Réseau F France au Fonds pour l'Arbre en tant que suppléant. Et votre structure, depuis 2013, a accompagné 498 projets de plantation, assuré la plantation de plus de 342 000 arbres, et vous avez mobilisé 13 776 volontaires, puisque vous travaillez énormément avec le grand public. Vous avez un gros travail de sensibilisation. Alors Thierry, je te laisse la parole.
Merci Isor, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais revenir sur les axes stratégiques du Fonds pour l'arbre en introduction. Donc si on reprend la mission du Fonds pour l'arbre est structurée en fait autour de trois axes, le développement et la consolidation d'un mécénat collectif. L'idée c'est vraiment d'aboutir à une dynamique de restauration et de développement de la haie et de l'arbre champêtre au travers de partenariats et de financeurs, de porter un programme au niveau national en faveur de la haie, avec notamment un soutien financier à la diversification des actions de terrain. Je pense notamment, l'idée c'est d'embrasser vraiment l'intégralité de la filière, donc de la graine à l'agrume ou de la graine à la biomasse, avec pour une implantation durable de la haie. Et enfin, le dernier axe, ça va être de jouer un rôle de porte-voix en faveur de la haie, notamment auprès des institutionnels dans le cadre des politiques publiques, et de faire aussi écho à ce qui peut se faire au travers des réseaux haies, du réseau haies national et des réseaux haies, locaux. Je vais y arriver. Alors, les principes clés du Fonds pour l'arbre, alors ça repose sur quatre grands principes. Donc, le principe de co-responsabilité, c'est-à-dire que l'engagement de tous les acteurs est indispensable pour un changement d'échelle. On doit aussi se reposer sur un socle commun de compétences et d'outils, avec dans ce cadre l'action du Fonds pour l'arbre qui repose sur l'expertise d'un réseau de structures d'accompagnement technique qui se distingue par une exigence de qualité. C'est vrai on est vraiment dans une recherche toujours perpétuelle de l'amélioration de nos pratiques au sein des différentes structures pour toujours rester à la pointe. On est dans un contexte qui est assez mouvant. On ne sait pas vers où va nous emmener ce changement climatique, mais on a déjà pas mal de changements de pratiques, donc on continue en fait à être à la pointe là-dessus. Une vision multifonctionnelle et transversale de l'arbre. Voilà, c'est vraiment un point important aussi euh, pour garantir une action complète et collective sur les territoires. Et enfin, l'action collective, l'idée, c'est voilà, des actions de grande ampleur qui réunissent les forces et les moyens d'acteurs privés, comme les fondations et les entreprises. On a voilà, de très belles réussites quand on arrive à mélanger du public, du privé autour d'un projet d'intérêt général. Donc concrètement, sur le terrain, voilà, ça se traduit avec plus de 90 structures accompagnées, près de 400 kilomètres de haies plantées, plus de 1500 kilomètres de haies restaurées, et voilà, en garantissant toujours du végétal local et des implantations vraiment régionales. Alors, les enjeux, un programme d'enjeux d'action globale, donc les différents enjeux, le Fonds pour l'arbre se mobilise pour soutenir des actions en faveur de la haie sur les territoires. Donc, avec toujours l'idée, c'est d'assurer une complémentarité par rapport aux aides et aux politiques publiques qui peuvent être mises en place. On a toujours cette vocation à être flexible et innovant, d'accompagner l'ensemble des acteurs concernés par l'animation territoriale et régionale. On se rend compte que c'est voilà, extrêmement indispensable d'avoir cette animation territoriale qui permet de voir aboutir à des projets globaux et durables dans le temps sur les territoires en engageant en fait les opérateurs, notamment sur la thématique de la gestion durable. Voilà, on a été longtemps, le fonds a longtemps soutenu des projets de plantation. Il continue à le faire, mais on a aussi abordé cette question de la gestion parce qu'on ne peut plus aborder la question en fait de la plantation sans y joindre l'aspect gestion qui pour moi sont les deux faces d'une même pièce. L'idée, c'est aussi de soutenir toutes les échelles d'action et leur articulation, que ça soit à l'échelle locale, régionale ou nationale. On a des structures qui ont des niveaux d'intervention qui sont très variables, donc c'est important aussi d'avoir cette flexibilité entre les échelles d'action. Et enfin, voilà, on revient sur l'aspect innovant et avant-gardiste, d'être à l'avant-garde, d'être en capacité aussi de proposer des innovations. Je pense notamment là aux deux derniers programmes qui ont été soutenus, c'était le suivi et la gestion des jeunes et plantés. Je vais en parler un peu plus parce que nous, ça nous a beaucoup concerné dans notre contexte d'open field des Hauts-de-France. Donc voilà, nous, on n'a pas de vieilles haies. Donc l'idée, c'est de s'intéresser vraiment à la gestion des jeunes haies parce qu'il y a beaucoup de contraintes aussi. Et si on veut aboutir dans une dizaine d'années ou une quinzaine d'années à des haies qui soient réellement fonctionnelles et qui peuvent réellement apporter une plus-value, il faut aborder la question de la gestion dès le début. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de pouvoir expérimenter et développer aussi au travers du Fonds pour l'arbre ces nouvelles actions. Et on a aussi le cas de la régénération naturelle assistée qui est en fait un programme assez ancien. Ça s'est toujours fait, mais l'idée c'est vraiment de le remettre au goût du jour et voir comment il peut apporter une solution différente sur les territoires. Et donc, ouais,
la maquette des aides pour l'année 2024-2025. Ah, donc on retrouve les 7 aides différentes avec regroupées en cinq gros pôles. Donc l'implantation durable, je parlais du soutien du Fonds pour l'arbre en termes de plantation, on le retrouve ici. L'idée, c'est vraiment de soutenir cette animation territoriale pour aboutir à des implantations durables et de qualité. Et d'engager aussi toujours sur cette idée d'avoir les deux faces d'une même pièce, d'engager en parallèle des opérations de plantation, des opérations aussi de gestion, et en tout cas de sensibiliser et d'engager les opérateurs vers cette recherche d'une gestion durable. Les aides 2 et 2 bis qui sont là, axées plutôt sur l'aspect innovation et capitalisation. Donc on retrouve la régénération naturelle et le suivi des jeunes haies. Voilà, ça permet aux structures de terrain d'être accompagnées dans leur démarche prospective et on va dire, de recherche et développement sur ces axes-là. Les aides 3 et 4 qui sont pour le coup axées vraiment sur l'aspect gestion et gestion durable, donc avec l'accompagnement des acteurs locaux pour une montée en compétences globale. Il s'agit aussi de diffuser sur les territoires les bonnes pratiques et de soutenir la mise en œuvre du label E auprès des groupes d'agriculteurs. Voilà, le label E est un super outil de sensibilisation et de développement de filières sur les territoires, mais pour ça, il doit être porté aussi sur les territoires et permettre une montée en compétences de chacun. Les aides 5 et 6 sont autour de la structuration du réseau. Donc le réseau E, c'est structuré aussi en réseaux régionaux et qu'il est important de soutenir pour leur développement parce qu'ils jouent un rôle aussi extrêmement important sur les territoires, de capitaliser, de regrouper en fait les acteurs de l'arbre et de la haie champêtre sur les territoires, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de poids, notamment dans des appels à projets ou des différentes politiques publiques. Et enfin, l'aide numéro 7 qui est vraiment structurée autour du végétal local, qui vise en fait à soutenir le déploiement d'une filière de plants de qualité labellisés végétal local. L'idée, c'est de toujours dans cette recherche de qualité, de s'assurer d'avoir une fourniture de plants locaux de bonne qualité et accessibles à tous, j'ai envie de dire. Pouvoir toujours gagner en qualité sur nos projets. Merci beaucoup, Thierry, pour ce projet global. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Donc, je vais revenir rapidement maintenant sur le budget de 24-25 et les actions de porte-voix qui ont été menées et les actions collectives qui ont été menées par les mécènes du Fonds pour l'Arbre pour asseoir et déployer le Fonds pour l'Arbre. Donc, en 2024-2025, là, on voit apparaître 10 logos, c'est 10 mécènes qui ont abondé ce programme. Aujourd'hui, pour le programme 25-26, qui a commencé il y a 14 mécènes et 3 membres bienfaiteurs. Donc, il y a certaines enveloppes que nous avons euh, récupérées en 2025 grâce à votre soutien et qui seront utilisées pour le budget du programme 2025-2026. Donc, on voit que 84% du budget a été employé pour financer des actions territoriales, régionales, nationales. Donc, national, c'est financement du concours général agricole agroforesterie et soutien au plaidoyer de Réseau F France. Et 16% du budget, lui, est fléché vers la coordination du Fonds pour l'arbre et son bon fonctionnement. Donc cette année, on a eu un temps fort. C'était en octobre 2024, donc ça fait partie du programme 24-25. 335 600 euros a été collecté grâce, pendant le 1% pour la planète. On a été lauréat, grand lauréat des rencontres pour la planète. Et cette somme a été collectée grâce à la générosité de 5 donateurs particuliers et de donateurs bienfaiteurs que sont le Poids du Vivant, la Maïf, la Fondation Concrète et la Boulangère Bio, qui est déjà mécène du Fonds pour l'Arbre, mais qui a abondé euh, en plus le Fonds pour l'Arbre. Donc, le Fonds pour l'Arbre a joué un rôle de porte-voix, donc joue un rôle de porte-voix pour faire monter le sujet de la haie auprès des institutions, des agriculteurs, auprès du grand public, pour installer le sujet de la haie et puis pour permettre d'obtenir des garanties pour la haie. Plusieurs actions ont été financées dans le cadre du plaidoyer que mène Réseau F France. Et nous avons obtenu différentes victoires grâce au soutien du Fonds pour l'Arbre. Déjà, le Fonds pour l'Arbre a soutenu le temps humain nécessaire pour défendre le budget du pacte en 2025, pour défendre le budget du pacte en 2026 et pour limiter sa baisse. Il y a 400 sénateurs et députés qui ont été de tous bords politiques mobilisés pour défendre
des crédits. Une autre victoire est la proposition de loi en faveur de la reconquête de la haie, qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat, qui a été depuis intégrée à la loi d'orientation agricole. Donc Réseau Haies France a passé du temps pour être auditionné, pour participer à sa rédaction, et des mécènes du Fonds pour l'Arbre, donc Olga et Sauven, sont intervenus lors d'un colloque au Sénat pour présenter les enjeux de la filière. Euh, Autre victoire, c'est le triplement du bonus de la haie dans la PAC. C'est un outil qui est incitatif pour développer la gestion. Et c'est un outil, c'est une somme qui est accessible aux agriculteurs qui sont labellisés label haie. Donc ça, c'est une autre victoire obtenue grâce au soutien du Fonds pour l'Arbre. Donc je ne m'étends pas plus aujourd'hui, mais on peut répondre à vos questions à ce sujet de manière bilatérale. On est toujours toute l'équipe très disponible. En ce qui concerne cet autre axe du rôle de porte-voix, c'est le concours général agricole agroforesterie, soutenu majoritairement par le Fonds pour l'Arbre. Donc, c'est un concours qui récompense chaque année les meilleures pratiques en matière d'agroforesterie. C'est un symbole fort de reconnaissance institutionnelle de l'arbre au cœur comme élément central des systèmes d'exploitation agricole. Il y a eu 16 territoires inscrits en 2025. Il y a eu 64 agriculteurs en lice. D'un point de vue sensibilisation du grand public, dans ce rôle de porte-voix, nous avons mobilisé beaucoup de salariés, plus que les années passées, de salariés de mécènes du Fonds pour l'Art. Donc là, il y a eu plus de 900 salariés de la Fondation Yves Rocher, de la Fondation Alécotone qui a organisé plus de 20 plantations et de la boulangère bio également. Donc merci aux mécènes d'avoir mobilisé vos salariés. Alors, dernier aspect important, le collectif de mécènes qui participe à l'écriture des grandes orientations du fonds a travaillé sur deux grands pans. Déjà, en 2024, une nouvelle raison d'être et une vision à 2030 ont été votées. Ce socle a permis d'engager avec Olivier Pastor, qui est un consultant et un spécialiste de la coopération, un groupe de travail stratégie et qui a permis d'écrire une stratégie de développement à l'horizon 2027 pour le Fonds pour l'Arbre. Et trois grands axes ont été mis en place par ce GT stratégie aux côtés d'Olivier Pastor. On les voit là, c'est soutenir les projets territoriaux en faveur de la haie, faire reconnaître l'arbre champêtre comme ressource d'intérêt général auprès du grand public, des mécènes et des politiques, et agrandir le collectif de mécènes. Donc, trois grands piliers de déploiement à 2027. Et cette année, il y a eu trois groupes de travail qui se sont constitués pour transformer cette stratégie en action concrète. Groupe de travail programme, euh, communication et mise en récit, et enfin, groupe de travail stratégie mécénat. Donc des travaux sont mis en place, des travaux concrets ont débuté là à partir de septembre 2025. D'une part, il y a une consultation qui est en cours pour recruter un cabinet qui réalisera un benchmark des dispositifs existants de soutien aux actions en faveur de la haie champêtre. La consultation a lieu jusqu'au 18 novembre et le travail débutera en janvier 2027. Il y a une enquête qui va être lancée également par, auprès des opérateurs bénéficiaires afin d'évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires du Fonds pour l'Arbre et de recenser les besoins de ces bénéficiaires. Donc ça, c'est un travail qui est mené par des salariés au service du Fonds pour l'Arbre, bien chapeauté par le GT Programme. Il y a deux autres GT qui travaillent là en 2025 actuellement. Le GT Mécénat, il travaille à structurer l'accueil et la fidélisation des mécènes, à établir un protocole d'intégration des mécènes, un plan d'animation, de remerciement des mécènes. Et le GT Communication travaille, lui, à une stratégie pour mieux informer les mécènes et valoriser les récits de terrain, faire remonter les récits de terrain. Voilà. Et l'autre dernier point, c'est le travail collectif qui a été mené pour aboutir à l'obtention de nouveaux statuts révisés, le fait d'ouvrir par exemple le bureau à un autre membre que les membres cofondateurs, ou ouvrir le CA à un nouveau membre, un membre donateur qui est donateur depuis plus de 2 ans. Donc c'est les travaux menés cette année. Alors, je ne parle pas plus, je donne la parole
Alors on va rentrer dans le cœur des actions qui ont été menées dans le cadre du programme du Fonds pour l'Arbre en 24-25. Parfait, merci Isor. Donc oui, moi je vais vous présenter l'aide qui est dédiée à l'animation à la plantation. Donc c'est tout ce qui va aider à soutenir les opérateurs du territoire à l'animation territoriale qui se trouve autour d'un chantier de plantation. Donc dans cette aide, cette année, on a planté, donc nos opérateurs ont planté 373 kilomètres de haies dans la saison hivernale du coup de 2024 à 2025, qui fait un cumul depuis la création du fonds de 2020 à 2436 kilomètres en tout. Donc, c'est pas que des chiffres. Derrière ces chiffres, il y a aussi une animation qui se fait, comme on l'a dit. Il y a une énorme animation qui est faite au niveau des maillages des acteurs aussi qui participent à ces chantiers. Donc, ça revient à 781 chantiers réalisés cette année. Et par les 52 bénéficiaires de ces deux opérateurs bénéficiaires de ce programme-là. Donc, où on a à la fois les personnes qui ont été sensibilisées dans cette animation et aussi à la montée en compétences, mais aussi à la mobilisation et l'accompagnement technique. Donc, on a des sensibilisations qui va être optimisée à tous divers acteurs. C'est aussi l'enjeu de cette aide d'apporter le plus d'acteurs du territoire à regarder ce que c'est une plantation, qu'est-ce qu'on entend derrière. Et donc, c'est une opportunité vraiment importante qui a été identifiée après de nombreuses années comme moyen ou outil de sensibilisation aux grands enjeux qu'on trouve autour du sujet de la haie et du coup qui mène à la montée en compétences aussi à l'accompagnement à la plantation. Donc, là, on voit de 55 salariés, en plus de toucher du coup 14 577 personnes, donc de tout grand public, techniciens de la collectivité comme des élus. En plus de ça, donc 1775 gestionnaires mobilisés pour faire évoluer leurs pratiques. Donc ça, c'est permis aussi par nos aides incitatives qu'on a mis en place dans cette aide, comme on l'a vu comme une grande opportunité, un moment vraiment opportun à mettre en place du coup des préventions comme le label E, les pays pré-audits label E, donc 85 ont pu être réalisés cette année, accompagnés par les gestionnaires sur tout ce qui est en fonction euh, des plans de gestion pour que ce soit des gestions durables et optimiser ensuite la croissance après post-plantation. Et bien sûr, la marque végétale locale, dont 57 des plants plantés sont issus de cette marque. Alors, moi, je vais vous présenter la partie du programme qui soutient la filière végétale locale. Vous dire que on est heureux parce que cette marque végétale locale qu'on a cofondée il y a pile 10 ans fête du coup c'est un anniversaire cette année. Un temps de célébration des 10 ans de la marque est organisé au Salon des Maires sous l'espace du Salon du génie écologique et la biodiversité. On va vous faire suivre l'invitation à cet événement. Donc c'est un événement, la marque aujourd'hui elle est propriété de l'OFB, mais vous voyez en bas à gauche qu'on continue de co-animer cette marque avec le réseau des conservatoires botaniques nationaux et plantes et cités. Et donc la marque elle a fait un beau bond en avant sur l'année 2025 puisque il y a désormais 195 bénéficiaires qui produisent donc des végétaux, soit herbacés, soit ligneux, des graines, des arbres, des arbustes, sous le label végétal local. Et ce sont 48 nouveaux bénéficiaires qui sont rentrés dans la marque cette année. Et là-dedans, il y en a 80% qui produisent des ligneux. Vraiment, la part arbre, arbuste et ligneux est le gros quand même des producteurs. Donc cette marque, ce label, pardon, est bien déployé sur l'intégralité du territoire métropolitain, mais également dans les DOM. Ça représente à peu près 5 millions d'arbres, d'arbustes, et plus des centaines de tonnes de semences et de plantes qui sont vendues chaque année. Et l'utilisation première de cette marque, c'est vraiment des chantiers. Elle a été conçue pour la restauration écologique. Alors, ça peut être en milieu urbain, ça peut être dans des zones vraiment naturelles, ou ça peut être comme avec l'arbre champêtre, la reconstitution de ces trames vertes qui participent de ce grand élan pour la restauration de la nature. Voilà, donc on va faire suivre dans le chat l'invitation. Et si ce développement il est possible avec tous ces nouveaux bénéficiaires, mais c'est par un travail de fond qui est mené par les correspondants locaux. Il y en a 19 au sein de Réseau et France qui bénéficient du soutien du Fonds pour l'arbre. Il y a également des correspondants locaux du côté des conservateurs botaniques nationaux qui font un travail d'animation à tous les échelons, depuis la sensibilisation, faire connaître, depuis la montée en compétences, que ce que c'est que savoir collecter des graines, identifier des sites de collecte, produire des plants.
donc tout l'accompagnement des pépiniéristes, qui vont faire connaître cette marque auprès des prescripteurs et dans les politiques publiques, faire un appui donc à la prescription, veiller à ce qu'elle soit bien intégrée dans ces politiques. Et puis, c'est beaucoup d'échanges techniques, de connaissances. Donc, on capitalise ces connaissances, on les partage dans des guides techniques, sur des outils plus encyclopédie numérique, etc. Donc un travail vraiment de fond important depuis des années, mais on est heureux aujourd'hui d'avoir vraiment atteint une forte maturité de cette marque et de célébrer cet événement des 10 ans. Donc moi, je vais vous présenter les nouvelles aides qu'on a mis en place cette année sur justement la capitalisation des méthodes innovatrices qui ont été faites par nos structures opérateurs. Donc à la fois des méthodes de régénération naturelle assistée qui consistent à aider en tout cas la haie plantée à lui-même générer ensuite des essences qui seraient du coup particulièrement aptes à l'environnement autour et aux conditions pédoclimatiques, donc qui est moins coûteuse pour les structures aussi, ainsi que des méthodes de suivi et d'accompagnement au développement de jeunes haies. Comme on l'a vu en lien aussi avec l'aide sur l'implantation, on essaie aussi d'inciter les acteurs territoriaux sur justement un bon suivi qui permet à la fois d'assurer par la suite un maillage optimum de cette haie après plusieurs années donc d'implantation, donc post-plantation, qui est très importante au niveau du cycle de la haie. Donc ces aides, ces nouvelles aides qu'on a mis en place sont des aides vraiment pour la capitalisation et pour recueillir toutes ces méthodologies qui peuvent être pratiquées par des opérateurs et les structures expérimentées dans ces domaines afin de recenser toutes ces différentes méthodes et in situ à faire un référentiel commun sur justement comment pratiquer et c'est des méthodes en tout cas qui sont très cherchées par les opérateurs actuellement et qui sont force en tout cas de vivre dans ce programme. Ça nous permet de voir, d'identifier aussi et de comprendre les différents itinéraires techniques mis en place dans tous les différents contextes, à la fois climatiques, mais aussi locaux, dans lesquels il peut prendre place. Donc là, on va avoir Raphaël Combette qui va nous témoigner justement qui est opératrice au fond pour l'arbre. Voilà, je te laisse la parole, Raphaël. Donc, bonjour, Raphaël Plombé, directrice de l'atelier agriculture Avenois-Thiérache. Donc, si tu peux passer la petite diapo d'après. Et sachant juste que Euh, tu n'es pas tout à fait bien placé, point de vue territoire. Tu étais un peu dans la Creuse, là. Euh, oui, c'est vrai, la carte, j'ai même pas fait attention. Oui, oui, tout à fait, j'étais un peu placée dans la Creuse, mais heureusement, il y a une autre carte là qui montre bien où on est situé. Tout à fait, Stéphane. Donc, la Vénois-Thiérache, nous, on est situé dans la région Hauts-de-France, répartis sur deux départements, à la fois le département du Nord et le département de l'Aisne. Et donc, on est, comme on voit un peu sur la carte là à gauche, vraiment une petite zone de bocage perdue au milieu des grandes zones de culture, comme le précise un peu le petit texte que j'aime bien mettre toujours en avant, c'est que voilà, l'Avesnois-Thiérache est le pays de l'herbe, des terres humides et des eaux courantes, après que l'on ait traversé de grandes étendues de pleine culture. D'un seul coup, derrière l'écran d'une première haie, elle s'offre comme l'image d'un autre monde. Donc voilà, c'est un peu cette image de territoire vallonné où on va retrouver finalement un pourcentage très important de zones agricoles, mais principalement caractérisées donc, par des prairies et donc de l'élevage. Et donc avec une forte pression finalement des zones autour de grandes cultures qui viennent petit à petit grignoter le bocage, bien qu'on ait une action depuis maintenant plusieurs années, 40 ans même. Si tu peux passer aussi la diapo d'après. Et donc voilà, pour l'atelier agriculture et tirage, donc nous, on est une association qui accompagne les agriculteurs depuis 1984 sur les thématiques de la haie, l'élevage, les produits terroirs et les vergers. En fait, l'objectif de notre structure, c'est on est une structure qui est quand même coordonnée par un CA d'agriculteurs. Et c'est vraiment donc d'être proche des agriculteurs et de répondre à leurs problématiques de terrain en réalisant un accompagnement à la fois très technique de la plantation de haies à la plantation de vergers ou la mise en place de techniques au niveau de l'élevage qui soient plus durables jusqu'à la création de filières de valorisation pour lier en fait une dimension économique au projet et pas uniquement une dimension agroécologique, quoi.
Et donc, ça nous amène finalement au niveau de la haie à travailler réellement de la plantation à la gestion jusqu'à la valorisation, notamment grâce à la marque végétale locale, enfin le label végétal local, pardon, le label haie, des mesures agro-environnementales et plein d'autres actions, et une filière bois-énergie également qu'on anime depuis plusieurs années. Et donc, nous, au niveau du Fonds pour l'arbre, le Fonds pour l'arbre, aujourd'hui, il nous soutient dans bon nombre d'actions, enfin, quasiment toutes les actions qu'on fait, en tout cas sur la haie. Et donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de vous présenter davantage l'accompagnement de publics non agricoles, l'engagement dans la marque végétale locale et l'expérimentation et la capitalisation des méthodes. En fait, c'est voilà, l'atout du Fonds pour l'arbre, c'est réellement qui vient en renfort, en appui même des subventions qu'on peut avoir actuellement ou alors même des prestations de services qu'on peut faire. Et ça, c'est vraiment une force aujourd'hui parce que si on compare avec différentes subventions, on ne s'adresse pas forcément au même public. Et donc là, ça nous permet de diversifier notre offre de sensibilisation en justement accentuant une sensibilisation auprès des fois des collectivités, auprès d'étudiants, de réaliser davantage d'animations finalement qu'on pourrait le faire sans ce type de fonds. Tu peux passer aussi, Laura. Donc aujourd'hui, l'accompagnement qu'on fait au niveau des plantations, c'est la réalisation de chantiers participatifs. Donc, on est amené à sensibiliser différents publics, à la fois le grand public en mobilisant un réseau de bénévoles qu'on tend à créer, parce que nous, on est principalement une association qui s'adresse à des agriculteurs, et donc il y a réellement un enjeu finalement aujourd'hui de développer la sensibilisation auprès du grand public pour des structures comme nous qui sont davantage tournées vraiment vers un public très ciblé d'agriculteurs et également donc, d'en faire la sensibilisation dès le départ à l'école, on va dire, avec des étudiants qui vont être plus ou moins proches de la haie et du milieu agricole, quoi. Notamment avec des maisons familiales rurales. Voilà. Ensuite, donc, tout ce qui va être animation au niveau donc déploiement régional du label végétal local. Donc là, c'est également un axe très important pour la structure et pour le niveau régional, c'est d'accompagner finalement différents acteurs. Ça peut être des pépiniéristes, par exemple, dans le déploiement du label sur leur pépinière, donc des rendez-vous, des échanges. Ça peut être également de la capitalisation aussi sur, par exemple, la germination des graines de noisettes. Ça, c'est typiquement une action qu'on a fait récemment. C'est notamment la participation d'un groupe de travail sur la conservation et la germination des graines. Donc, pas mal de recherches bibliographiques, de tests pour justement améliorer les connaissances sur la germination qui ne sont pas forcément toujours évidentes et comment donc les optimiser. Euh, et donc ensuite, enfin, on a tout ce qui va être l'expérimentation et la capitalisation des méthodes d'accompagnement jeunes et. Donc là, c'est vraiment l'enjeu de se dire aujourd'hui, planter c'est bien, gérer c'est mieux et comment on s'assure finalement que les linéaires qui sont plantés demain soient bien pérennes et que tout l'investissement qui va y être affilié demeure et perdure dans le temps. Et donc là, c'est notamment beaucoup d'inter-échanges au niveau de la région Hauts-de-France par le biais du réseau E sur les différentes méthodologies qu'on peut avoir sur du suivi, comment optimiser le suivi, quelles pratiques adapter au mieux pour justement enfin assurer cette pérennité. Et du coup, c'est beaucoup de travail là-dessus, également sur le choix, on va dire, technique au niveau de la régénération naturelle assistée, de faire des tests finalement qui permettent d'être le plus optimum dans toutes ces activités. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien en temps ou pas, mais je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Merci Raphaël. Alors, avant de passer à un autre plan, un autre pan, c'est le déploiement du label L, assurer la gestion durable. Donc c'est vraiment tout un pôle qui est financé par le Fonds pour l'Arbre. Est-ce que vous avez des questions sur ces premières actions qui ont été menées par Raphaël?
ou Sur les question. aspects implantation aussi de la haie, marque digitale locale, ou encore les aides de capitalisation, en tout cas, n'hésitez pas. Bah, peut-être si on a un petit peu de temps, peut-être qu'on peut en dire un petit peu plus sur les aspects RNA et Jeune E. Bon, nous, on est un peu au courant quand on est membre du CA de qu'est-ce qu'on a imaginé pour la prochaine saison, mais peut-être pour les autres mécènes, on peut, bah, voilà, qu'est-ce qu'on a imaginé pour la suite, puisqu'on a continué donc ces deux aides-là, et comment, à quoi ça va servir ensuite, parce que c'était plutôt voilà, un test cette année, finalement, quoi. Oui, tout à fait. Donc c'est bien ça, c'est un test qu'on a mis en place pour justement voir s'il y avait à la fois donc des opérateurs qui seraient intéressés de participer à ce recueil de méthodologie, mais aussi si de voir la quantité vraiment exploitable que nous on peut collecter et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire finalement de tous ces différentes méthodologies, comment on peut les catégoriser, comment on peut les différencier aussi pour créer un référentiel commun qui est le but aussi de toute cette capitalisation, c'est d'en finir avec peut-être un référentiel méthodologique qu'on pourrait mettre à disposition, donc qui serait voilà, défini et qui pourrait être appuyé justement par cette pierre à l'édifice qui est cette aide de capitalisation au fond pour l'arbre, que du coup les experts techniques pourraient prendre en main ces méthodologies capitalisées pour voilà, en faire un référentiel par la suite. Parce qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées partout sur le territoire, que ce soit en régénération naturelle ou en suivi des jeunes haies. Et là, l'idée vraiment de cette aide qui a pris cette année et a un peu plus de bénéficiaires là pour 25-26, de poursuivre ce travail en lien avec ces opérateurs, vraiment construire ensemble ce protocole grâce à leur retour de terrain. Bonjour à tous, Isabelle, moi j'ai peut-être une question. Euh, alors, un peu plus générale, vous nous avez partagé un certain nombre d'indicateurs et je voulais savoir par rapport au bilan précédent où le Fonds pour l'arbre communiquait sur le nombre d'arbres plantés. Là, on est passé sur un nombre de kilomètres plantés. Euh, je voulais questionner le pourquoi, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait une belle courbe sur le rapport précédent. Ça faisait une belle courbe, même si elle n'est pas toujours. Il y a eu des phases plus hautes et elle descend, mais je trouve que ça donnait une vision qui était intéressante sur ce nombre d'arbres plantés. Première question. Et une deuxième question, là, qui est plus ouverture, mais comme je vais devoir vous quitter à midi et quart, toujours sur ces indicateurs, est-ce que, je sais qu'on en a déjà parlé au sein du Fonds pour l'arbre, mais est-ce qu'à un moment, enfin, moi, on m'a régulièrement questionné quand je parle du Fonds pour l'arbre, on me questionne régulièrement sur les tonnes de carbone en fait que pourraient représenter tous ces arbres plantés. Et voilà, la question de ces indicateurs-là, en fait. J'essaie de répondre, je peux répondre à la première question. Alors, en parlant de kilomètres de haies plantées plus que de nombre d'arbres, on a toujours l'équivalent très facilement parce que c'est en gros un arbre implanté tous les mètres. C'est également pour nous aider et aider l'ensemble des bénéficiaires, l'ensemble des mécènes, etc., à sortir de la plantation pure, sachant que l'enjeu de la plantation n'est pas suffisant. Et donc, ne plus compter en arbres, ça permet de sortir de cette manière de penser et de plus associer un euro un arbre, mais plutôt parler de linéaire. Si Baptiste, Et d'avoir des kilomètres de préservation en face. C'est ça. Voilà. Exactement. Ok. Mm. Et on a beaucoup parlé de régénération naturelle assistée. Et du coup, les mètres linéaires ou les kilomètres de haies générés, créés à partir de la régénération naturelle assistée sont mieux pris en compte du coup avec cette méthode. Et par rapport à la question du carbone, là encore, une haie plantée, elle capte encore pas beaucoup de carbone et c'est plus tard dans la croissance et l'assurance que l'arbre va pouvoir grandir qu'on va pouvoir générer davantage de carbone capté. Et c'est là toute
toute la subtilité de la captation de carbone d'une haie, tout dépend de son âge, tout dépend de la qualité de sa croissance, de sa production de biomasse. Et donc, du coup, une haie plantée ne capte pas beaucoup de carbone. En revanche, toute la croissance et les 30 premières années de cette haie vont pouvoir en capter un maximum. Après, sur les indicateurs, c'est encore peut-être plus compliqué, mais ce serait effectivement très intéressant. Mm. Je pense Alors, que enfin, c'est aussi au niveau du collectif du Fonds pour l'Arbre. Je pense qu'il faudrait qu'on écrive aussi collectivement une posture parce que forcément, l'arbre séquestre du carbone et on pourrait afficher un chiffre qui ne soit pas forcément après réutilisé dans les bilans RSE, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi, enfin, je pense qu'on a été très timoré sur le sujet parce que on avait aussi cette crainte sur la compensation. Et dans ce cas, il faudrait qu'on voilà, on ait un papier de position clair qui nous permettrait aussi voilà, d'être assez transparent sur potentiellement après afficher un nombre, voilà, un Mm. tonnage, pourquoi pas, on pourrait l'avoir, quoi. Mais je pense qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant pour cette raison-là surtout, quoi. Pour l'usage qui pourrait en être fait derrière et le fait qu'on soit pas forcément encore aligné sur le sujet, quoi. et- Propose de passer la parole à Maxence pour continuer ce webinaire. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Ouais, je voulais juste poser une question. Je vois qu'il y a Isis aussi. Euh, je voulais juste revenir un petit peu sur la question de la régénération naturelle, là. Donc du coup, pour savoir si ça avait vraiment accroché avec les structures, là. Parce que comme vous le disiez, c'était une expérimentation. Enfin, c'était un premier test. On sait qu'il y a pas mal de structures qui travaillent dessus, mais du coup là, vous en avez dit un peu, mais pas assez pour moi. Est-ce qu'il y a effectivement une vraie volonté là, des structures de partager, d'avancer là sur cette question. Moi, je pense que vraiment c'est une question d'avenir par rapport à la question d'Isabelle. Là. Aujourd'hui, je pense que effectivement, c'est pas forcément des arbres qu'on va planter qui vont faire l'avenir, ni d'ailleurs la séquestration de carbone. Moi, je suis toujours enfin, perturbé par le fait qu'on empêche autant d'arbres de pousser qui ne demandent que à pousser, quoi. Euh, et voilà, et c'est vraiment un travail de conviction des agriculteurs, mais aussi des collectivités. Et finalement, dans les méthodes, il y a peut-être essentiellement des choses comme ça aussi. C'est comment on fait pour aller convaincre les gens, quoi. Oui, tout à fait. Mais ben, alors, c'est des méthodes qui sont justement bien faites dans le territoire. Ça, on le sait, ça a été bien identifié. Et après cette première année, en tout cas, de test, de mise en place de ces aides capitalisation, on a bien vu qu'il y avait du répondant. En tout cas, certes, les bénéficiaires sont peut-être moins nombreuses, mais c'est normal. C'est une aide émergente, en tout cas, avec des sujets émergents. Donc, jusqu'à là, ça reste normal. Mais en tout cas, pour tout ce qui est capitalisation, donc, on essaye de optimiser justement ce suivi et cette capitalisation-là, à trouver les meilleurs moyens de faire. Et donc par là, avec toujours un espèce de formulaire commun qu'on essayerait de faire auprès de toutes les structures pour avoir cette trame commune qui reste encore à perfectionner cette année. C'est encore un gros travail avec eux pour trouver ce bon équilibre entre ce qu'on peut collecter nous au fond pour l'arbre, mais en tout cas, ce qui en est pour les opérateurs engagés et en tout cas expérimentés dans le sujet, il y en a quand même pas mal. Et il y en a surtout beaucoup d'opérateurs qui sont intéressés de voir les productions de ces aides de capitalisation, qui sont donc intéressés de se lancer dans cette méthodologie-là. Et donc là, le premier enjeu reste de capitaliser l'existant et les expérimentations qui existent aujourd'hui, qui sont mises en place pour les opérateurs, pour ensuite voir ce qui peut être fait. Et, et bon, enfin, c'est une bonne nouvelle si ça intéresse, effectivement. Ouais. Je vais laisser la Merci. parole à Maxence. Merci. Juste avant, il y a une question Oui. d'Isis, deux questions en fait d'Isis dans le chat. Est-ce que on les prend tout de suite ou après? Oui, je peux répondre aussi dans le chat en complément. D'accord. Eh ben, dans ce cas, je présente ma diapositive. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler des aides du fonds pour l'arbre qui concernent la gestion des haies. Alors, il y a deux aides qui concernent la gestion des haies et plus particulièrement le développement du label haie. La première aide, c'est une aide qui vise au déploiement du label haie. C'est l'aide numéro 3, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cette aide, elle cherche à favoriser les structures ou à donner des moyens aux structures qui souhaitent accompagner des agriculteurs vers la certification label haie. Donc, pour rappel, hein, le label haie, c'est un ensemble d'indicateurs, un référentiel qui permet de garantir la gestion durable des haies. Donc la première aide, elle vise juste à
entre guillemets, hein, accompagner, permettre à des structures d'accompagner des agriculteurs dans la bonne gestion durable de leurs haies. Et l'aide numéro 4, l'autre aide, elle vise plutôt à soutenir comment dire, l'accompagnement régional de ce même label, c'est-à-dire de soutenir les têtes de réseau qui vont accompagner toutes les structures dans une région administrative pour déployer le label haie à travers des journées terrain, des formations, des réponses à des questions techniques. Voilà, on sait que le temps de la montée en compétences autour de la gestion durable est long et mérite une attention particulière. C'est pourquoi l'idée d'avoir des têtes de réseau référentes pour le label haie par région est très attendue et pertinente. Donc on a un nombre de bénéficiaires de l'ordre de 16 pour la première aide et 14 pour la deuxième. Les principales actions qui ont été menées, on peut les résumer à travers les chiffres clés que j'ai souhaité mettre en avant ici avec des pieds de haie. Alors les pieds de haie, ce sont des rencontres sur le terrain, au pied de la haie, pour identifier les enjeux sur les fonctionnalités des haies, les enjeux sur les méthodes pour une bonne gestion, etc., etc. Donc c'est souvent ce qui est de plus parlant et ce qui est de plus plébiscité pour des opérateurs de territoire, pour sensibiliser des agriculteurs et des agricultrices à la gestion des haies. Au total, on a eu donc plus de 300 agriculteurs accompagnés. Accompagner, ça veut dire avec un accompagnement poussé. C'est pas juste venir à une journée de sensibilisation, c'est vraiment la réalisation, par exemple, d'un pré-audit, hein, donc un diagnostic sur 3 haies sur le terrain pendant 2 heures, en tête-à-tête entre un agriculteur et un technicien. Donc c'est quelque chose d'assez fin, d'assez appliqué et d'opérationnel. Et on a eu aussi dans ce travail de mobilisation des territoires beaucoup d'acteurs publics, de sensibiliser, de mobiliser à travers ces journées que ce soit sur des pieds de haie ou plus dans des réunions. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a un besoin de monter en compétence des structures qui doivent se renforcer techniquement sur le sujet avant de pouvoir divulguer et donner des bonnes informations aux agriculteurs. Donc, on a comptabilisé 45 ETP quand même qui sont dédiés à la gestion durable. Donc, c'est conséquent, c'est en progression, ça montre quand même un intérêt qui se renforce sur ce sujet après la plantation. Les 30 dernières années, ce sujet est en développement. Et puis, on a eu, et ça, c'est très satisfaisant pour nous de voir ça, c'est que l'année dernière, il y a eu 24 nouveaux auditeurs ou auditrices formés des auditeurs label A, ce sont des personnes qui sont en capacité de réaliser un audit sur le label A. Un audit, ça permet à l'agriculteur de savoir s'il est en capacité de rentrer dans le label, de répondre aux critères de la certification, et derrière, il peut donc solliciter l'organisme certificateur qui va venir valider ses pratiques, et il aura donc un certificat qu'il pourra faire valoir, soit pour vendre son bois, soit pour avoir une rémunération complémentaire dans le cadre du bonus A, ou d'un PSE. Voilà. Donc c'est assez satisfaisant de voir ça pour nous. Sur la carte que vous voyez juste avant, pardon, ce sont l'ensemble des auditeurs qu'il y a en région, en France. Donc plus le point est dense en couleur, plus il permet d'avoir un nombre important d'auditeurs. Aujourd'hui, le label, et je finis avec ça, quelques indicateurs, c'est un peu plus de 800 agricultrices et agriculteurs labellisés, 23 OCG. Donc des OCG, c'est des groupes collectifs d'agriculteurs qui s'engagent dans le label. Ça permet une dynamique plus forte. Et puis, on est à plus de 6000 kilomètres de haies, du coup, gérées durablement via le label. Voilà, donc je pourrais répondre à vos questions et je passe la parole donc à Florentin. Ouais, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc Florent Timbras, je suis chargé de projet et au CPE des Pays Creusois et responsable du pôle E. Donc comme l'indique le nom de notre structure, de l'association, le CPU des Pays Creusois, on se trouve en Creuse. Donc on est une association de loi 1901 a été créée en 1983, qui ensuite est labellisée en 2003 CPIE. Donc CPIE, c'est un label, on en retrouve à peu près 80 en France et aujourd'hui, on est 14 salariés pour 13 ETP. On a notre territoire d'action principal, c'est la Creuse, mais vous verrez qu'on s'étend un peu au-delà.
Et on a quatre pôles, on va dire, quatre métiers différents au CPIE, à la fois des experts techniques et scientifiques, donc comme dans mon poste sur la partie technicien agroforestier. On a encore une partie éducation à l'environnement qui baisse au fur et à mesure des années et qui est de plus en plus intégrée à des projets plus globaux. Et on est également pilote de dispositifs participatifs et facilitateur de l'action commune, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'accompagner des projets complexes et multi-acteurs. Voilà. Donc, je vous disais, on se trouve sur le département de la Creuse, donc qui est un département du centre de la France, extrêmement rural. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, qui est un département avec une forte densité bocagère. Vous pouvez passer la diapo suivante. Donc on est le deuxième département le moins peuplé de France, mais aussi le deuxième département le plus bocager de Nouvelle-Aquitaine et le 15e en France, avec environ 35 000 kilomètres de haies. Et un point que je soulève souvent, c'est qu'une enquête récente de Creuse Tourisme montrait que 75-80% des touristes viennent en Creuse pour le paysage. Et donc, malgré la présence de forêts, le paysage creusois est quand même constitué de bocage, par son bocage. Je vais vous faire un petit historique. Je ne vais pas parler uniquement des actions 2024-2025, mais un petit historique du projet pour que vous puissiez bien comprendre comment le Fonds pour l'arbre a permis de soutenir le déploiement de la gestion durable des haies sur la Creuse. Donc au commencement, en 2020-2021, on est sollicité par la préfecture et l'OFB car ils ont beaucoup de remontées des citoyens creusois sur un sentiment d'arrachage, de disparition du bocage creusois. Et donc on s'est regroupé, tu peux passer la diapo suivante, on s'est regroupé à plusieurs structures, donc avec le réseau E-France, anciennement AFAC Agroforesterie, le CAUE de la Creuse et Promé, pour répondre à un appel à projet. L'appel à projet, c'était Mob Biodiv 2020, donc porté par l'OFB. Et donc, à cette époque-là, on sollicitait pas le fonds pour l'arbre. Je pense qu'on n'en avait même pas connaissance. C'était tout nouveau pour nous, la thématique de la haie. Et donc, on a été également soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Creuse. Et donc, ces quatre porteurs de projets, on s'est fixé une ambition commune. Tu peux passer la diapo suivante avec trois objectifs. Connaître le type de gestion des haies recensées sur le territoire départemental, quelle physionomie, typologie de haies on pouvait retrouver, et comment faire émerger des changements de pratique pour pérenniser la ressource, pour pérenniser le bocage, parce que voilà, ça fait partie du patrimoine creusois et tout le monde y est attaché avec quatre axes. Un diagnostic qualitatif technique qu'on a présenté en webinaire national cette semaine, un diagnostic plutôt social où on a également eu un mini audit patrimonial et des temps de communication, sensibilisation et d'accompagnement au changement de pratique des gestionnaires. Puis également une très très grosse montée en compétences au sein de l'association, vu qu'avant, moi j'étais plutôt sur des thématiques d'éducation à l'environnement, de plantes exotiques envahissantes, d'arbres remarquables, mais pas spécialement sur le bocage. Et donc à la suite de ce premier projet, on s'est rendu compte que les acteurs étaient à la fois très attachés au bocage sous ses différentes formes, et le diagnostic qualitatif nous a montré qu'on a un bocage qui est en danger, qui est extrêmement vieillissant, qui a beaucoup de marques de dégradation. 92% des montrent au moins un facteur de dégradation, qui soit un vieillissement très avancé, qu'il soit de l'ordre de pratique, comme vous pouvez le voir sur la photo, de taille très restrictive dans un gabarit. Et puis, quasiment, enfin, très peu du linéaire montrait des pratiques de recépage qui permettaient le renouvellement. Et même dans ces 1%, en fait, il n'y avait pas d'objectif de gestion durable.
Donc tout ça nous a amené avec ce diagnostic à le présenter à différents acteurs creusois. On a fait 9 présentations thématiques où il y avait à chaque fois plusieurs acteurs présents, en général une dizaine. Et ce diagnostic, il n'a pas été remis en question, mais par contre tout le monde avait le même constat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Et donc, on a répondu à un premier appel, un premier AMI issu des Assises du bois et de la forêt, où on a mis une trentaine d'acteurs autour de la table. On n'a pas été lauréat de cet AMI, parce qu'il y avait très peu de lauréats en Nouvelle-Aquitaine, et c'était des structures qui posaient plutôt des projets autour de la forêt. Mais en 2024 est sorti l'appel à projet du pacte en faveur des haies, qui à l'époque était très bien doté, qui normalement finançait à 100%, mais au final, par rapport aux réalités de terrain, on s'est rendu compte que ça finançait pas tout à fait à 100%. Donc là, on a des fonds complémentaires, et notamment le Fonds pour l'arbre nous a permis de réaliser des actions dans un climat financier plutôt confortable. Et donc, on a répondu à ce premier appel à projet, animation à la plantation et à la gestion durable des haies, en consortium de 8 acteurs, donc 8 acteurs mobilisés autour de la gestion durable. Et ces acteurs n'avaient pas forcément encore les compétences en interne autour de la gestion. Beaucoup plantés, comme le groupement des agriculteurs biologiques, la Fédération des chasseurs, le CAUE, ou encore le CEN et la Chambre d'agriculture, également la LPO, en fait, quasiment tous plantés, mais ne portaient pas la gestion durable. Et donc, dans ce premier appel à projet, on a pu les former à la gestion durable des haies, et ils ont pu également commencer des actions de terrain, notamment le Conservatoire d'espaces naturels s'est positionné sur des pré-audits et en a réalisé une douzaine sur 2 années. On a également porté, alors le premier consortium était porté par le CPIE, le deuxième était porté par une collectivité. C'était ce qui était demandé par l'ADEME autour de la structuration de filières de valorisation durable de la haie. Parce que c'est pareil, à la suite de ce premier projet, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de structurer des filières de valorisation si on voulait amener les gestionnaires à gérer durablement leur haies. Et bien sûr, tout ça avec le label E. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au CPIE, on porte la gestion durable à travers le cahier des charges du label E. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'autres critères, par contre avec ou sans but de certification au final. Et donc dans ce deuxième appel à projet, pareil, sur 2024, 2026 même, on a déposé notamment une étude, on a réalisé une étude de qualification de la biomasse disponible sur le territoire creusois, la biomasse mobilisable dans les haies. Et donc c'est une première en France, on l'a fait avec le syndicat du Baléon qui est en Bretagne. Et donc tous ces 2 appels à projets qui nous ont permis à la fois de faire monter en compétence les acteurs de terrain et de compléter en fait nos diagnostics locaux pour vraiment aller vers une mobilisation beaucoup plus large, une massification en fait des agriculteurs, des gestionnaires de haies vers la gestion durable de leur bocage et la structuration de filières. Donc aujourd'hui, et vous pouvez passer la diapo suivante, on a répondu au nouvel à projet qu'on a déposé la semaine dernière, qui est porté par la DRAF Nouvelle-Aquitaine et qui englobe la gestion durable et la structuration de filières de valorisation. Et dans ce nouvel appel à projet, on a déposé 2 projets parce que le volume financier dépassait ce qui était possible de déposer dans un projet. Donc un projet sur la gestion durable des haies avec l'ambition de poursuivre en fait l'accompagnement des agriculteurs, créer une OCG, etc. Donc vraiment passer la seconde hein, sur le terrain. Maintenant, on a des diagnostics, on a emmené du monde. L'objectif, c'est maintenant de vraiment massifier la gestion durable sur le département et faire émerger des opérateurs ou l'approvisionnement de collectivités avec du bois label. Donc
Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Nous, on voit vraiment la gestion durable des haies comme une opportunité pour le territoire, pour préserver ces 35 000 kilomètres de haies. Vous l'avez compris, chez nous, la plantation n'est pas l'enjeu principal, mais par contre, renouveler, gérer notre bocage de manière durable et en plus développer une économie circulaire avec une valorisation à la fois de l'agriculture extensive creusoise, mais également le patrimoine bocager à travers la consommation pour des collectivités de bois certifiés, de qualité, et pas uniquement de qualité en termes de chauffage, mais également en termes de qualité environnementale, écologique. C'est vraiment quelque chose qu'on porte et qu'on porte avec les acteurs creusois. Hier, ma collègue Chloé était en formation avec la Chambre d'agriculture en train de former des agriculteurs et présenter le label E et le label E en Creuse, que ça soit côté conservatoire d'espaces naturels, le groupement d'agriculteurs biologiques ou la Chambre d'agriculture. On est tous d'accord que c'est un des maillons essentiels de la chaîne pour aller vers la gestion durable des haies et la structuration de filières. Donc, il me semble que la diapo suivante, c'est quelques chiffres de ce qui s'est passé dans ces 6 dernières années où le Fonds pour l'arbre est venu soutenir donc des financements existants et puis nos, euh, nos différents projets. Donc, on est passé de 0 à 5 auditeurs label E avec deux référents régionaux, parce qu'on a embauché quelqu'un qui était déjà référent régional, et donc on est deux au CPIE à être référent régional. Cette année, on arrive à 8 fermes labellisées avec des projets de valorisation en interne, mais aussi de vente de bois, plus de 50 préaudits réalisés sur notamment les 2 dernières années à l'échelle du département. On en est à la réalisation de 15 PGDH, PGD SAF. Tout à l'heure, Maxence, tu disais que le label E permettait l'accompagnement d'agriculteurs. Et effectivement, nous, dans ce cadre-là, on a réalisé des chantiers tests avec des agriculteurs de reprise de haies, des chantiers ambitieux sur plusieurs centaines de mètres d'un seul coup, avec l'intervention de machines. Tout ça pour valoriser notamment litière pour les animaux. Et ces chantiers sont essentiels pour justement accompagner au changement de pratique. C'est-à-dire que certains agriculteurs s'engagent dès le pré-audit à rentrer dans le label E, parce que ça modifie pas beaucoup leur pratique. Mais certains ont besoin de la preuve par l'exemple. Et justement, notre capacité à accompagner sur le terrain ces agriculteurs, sur du marquage de coupe, sur de la valorisation, des chantiers de coupe, eh ben, ça permet vraiment ce passage à l'action et ce passage vers le label E. Donc, je vous l'ai dit, on a réalisé une étude sur la biomasse mobilisable. On a réalisé également une première session de formation pour des agents de collectivité, donc en collaboration avec l'agglomération du Grand Guéret. Et puis, encore une fois, beaucoup d'acteurs qui sont, une douzaine de structures qui sont engagées dans la structuration de filières. Donc ça, c'était pour l'échelle départementale, parce qu'on a aussi l'échelle régionale en tant que référent régional du label E. Et donc, les PSE, je ne sais pas si vous connaissez les paiements pour services environnementaux. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a l'agence de l'eau Adour-Garonne qui couvre une bonne partie du territoire néo-aquitain. Vous voyez, sur la carte, on voit quasiment toute la région. Il y a l'agence de l'eau Loire-Bretagne plus au nord. Et donc, l'agence de l'eau Adour-Garonne porte son cahier des charges PSE et cherche des acteurs locaux pour le développer, pour le déployer. Et donc, notamment, si je me trompe pas, ça devait être en 2022 ou 2023. Donc, au moment où on a commencé à solliciter le fonds pour l'arbre, on a pris cette mission de référent régional pour accompagner une trentaine d'agriculteurs à rentrer dans le label, dans le cadre des PSE, sur la Corrèze. Donc, ça a été notre premier pas en tant que référent régional. Ce travail sur la Corrèze n'a pas été uniquement d'accompagner des agriculteurs, mais également de développer la gestion durable sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a eu un dossier complémentaire d'animation où on a pu travailler avec la Chambre d'agriculture de la Corrèze, l'agglomération de Tulle, en tout cas faire en sorte que sur la Corrèze, qui a quand même 11 000 km de haies, même si c'est un territoire très forestier, de faire émerger ce sujet de la gestion durable
Et donc, non seulement la complémentarité de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, on n'a pas besoin de convaincre en fait sur l'intérêt de la haie, et les fonds, les subventions du Fonds pour l'arbre nous ont permis vraiment de porter un projet ambitieux sur ce territoire-là. On en arrive à la fin de ce premier PSE expérimental au renouvellement des PSE. Donc, on a un deuxième PSE là qui est en train de partir. Et dans le cadre de ce PSE, aujourd'hui, le CPIE n'intervient plus sur le territoire corrézien, mais est bien sur son rôle de référent régional du label E, c'est-à-dire que dans cette année de transition entre les deux PSE, on a formé, et on a commencé ça il y a 15 jours, la formation d'une dizaine de structures pour qu'il y ait au moins un auditeur label E par département de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est vraiment sur un programme global qui permet d'avoir des actions concrètes pour les nouvelles structures qui se forment, donc d'accompagnement des PSE. C'est des structures qu'on va inviter à solliciter les aides du Fonds pour l'arbre, mais également les aides du pacte en faveur des haies sur la partie gestion durable des haies. Et donc, si on fait un petit bilan de ces 3 années à l'échelle régionale, on est passé de 0 à 12 auditeurs label E. Il y en a 10 nouveaux en formation, donc on va être une vingtaine d'auditeurs label E sur la région. Tous les départements de Nouvelle-Aquitaine auront au moins une structure porteuse du label E. Et sur la région, il y a également 3 projets de structuration de filière, dont un en Corrèze avec l'agglomération de Tulle. Donc aujourd'hui, on est à 51 gestionnaires labellisés sur la région Nouvelle-Aquitaine avec une OCG qui est sur le nord de la région. Merci pour votre attention. Merci, Florentin. Oui, merci beaucoup, Florentin. Avant de passer aux questions liées à la gestion durable, est-ce que Baptiste, tu voulais peut-être prendre la parole pour répondre à Isis? Oui. Cette question de l'adéquation offre-demande entre disponibilité des matériaux labellisés végétal local et demande, bah, on l'a depuis le début hein, de ce label avec une recherche d'équilibre à la fois à l'échelle nationale mais surtout à l'échelle régionale et puis équilibre dans un label qu'on déploie et qui est en phase de croissance. Donc elle est pas simple. Effectivement, si on met dans les politiques publiques des taux de prescription trop importants, on trouve pas les plans, du coup ça fait qu'après, dans les politiques publiques, on se dit que c'est un échec et on a tendance à aller à la baisse. Et au contraire, si on incite trop les producteurs à s'installer, qu'on met et à produire des plans, mais que derrière les politiques publiques où la demande ne suit pas, forcément, financièrement, ils s'y retrouvent pas. Ce qu'on peut dire, alors c'est Benjamin Gourlin, mon collègue, qui suit tout le programme Volta Local, mais il est blessé en arrêt de travail, donc il reviendra dans 3 semaines. Mais je suis allé chercher là dans les derniers éléments qu'on avait publiés en 2024, au moment du lancement du pacte, on avait fait toute une étude région par région pour voir la disponibilité en plan végétal local. Et quand on cumulait tout ça, j'ai partagé le lien là. C'est des chiffres qu'on pourrait réactualiser, mais on était à 5,5 millions de plans végétal local. Il y avait déjà, depuis, il y a eu des aides à la modernisation des pépinières. Il y a eu, comme l'a dit là, des nouveaux entrants. Donc, on doit produire davantage de plants. Juste pour amener ces 5,5 millions, ça fait à peu près 5500 kilomètres et on estime qu'il y a à peu près 7000 kilomètres qui se plantent. Donc, en fait, on pourrait quasiment fournir 80% de plants végétal local avec ces 80% des kilomètres de haies plantées. La petite difficulté, c'est que parmi les matériaux végétaux locaux, il y en a qui vont effectivement pour la plantation d'arbres champêtres, mais il y a aussi pour des grands projets d'infrastructure, LGV, bord de infrastructures routières. Il y a pas mal de plans qui vont aussi sur plutôt de la restauration sur des chantiers en milieu urbain, aménagement paysager, etc. Donc tout le fléchage va pas sur les champêtres et on n'a pas la destination précise. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur. Et nous, on a toujours été prudents sur cette base-là pour dire qu'en fait, l'équilibre, le bon taux de prescription de l'État local, nous, on a donné des indicatifs, un chiffre indicatif pour le pacte, on a dit à peu près 25%, mais le compromis qui doit se construire au plus près du terrain, donc région par région. Voilà. Et c'est aussi des choix politiques des régions de beaucoup de soutien végétal local. On a la région Grand Est qui avait mis un taux de 70%, d'autres régions qui sont à 50%, d'autres qui ont été plus frileuses. Et c'est finalement le bon niveau où se construit le compromis entre les acteurs, producteurs,
Voilà. Et aujourd'hui, après des années où on avait plutôt un message de dire on ne produit pas assez de plans état local, la chute brutale des aides à l'investissement dans le PAC, là, nous envoie fait qu'on a plutôt des remontées du terrain contraires, à savoir des producteurs qui disent oh là, on a produit beaucoup de plans, est-ce que ces plans, on va pouvoir tous les commercialiser et qui ont plutôt des craintes allant dans ce sens-là. Donc, bon, on voit bien cette éternelle tension et recherche d'équilibre. Euh, qu'on essaye d'accompagner au mieux. Ça passe, là je ne vais pas détailler, mais notamment par des outils qu'on est en train de développer région par région pour connaître bien la disponibilité en stock des plans et ça permet d'objectiver les taux qu'il faudrait mettre dans les politiques publiques. Merci. Alors, Hubert, vous avez levé la main? Vous avez une question. À le micro. Hubert, votre micro est fermé. J'ai oublié le micro. Oui, merci aux différents intervenants et retour terrain. C'est toujours passionnant d'avoir le retour de la vraie vie. Je rebondis sur la question de la viabilité économique de la filière amont, depuis la graine jusqu'au plan. Euh, oui, on a bien vu en Alsace la difficulté que ça pouvait créer, le manque d'engagement pluriannuel, etc. Quand on plante, c'est quand même pas pour 3 semaines. Donc, si on voit rien à plus de 6 mois, ça peut vite créer des difficultés. Euh, je m'interrogeais sur les fonds disponibles au niveau du milliard d'arbres plantés. Alors, je sais que c'est très, très forêt. Hmm. Mais est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu notre patte dessus? Parce que bah, c'est quand même des, faire germer des plants, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un volet qui pourrait nous être accessible? La deuxième question que j'aurais, c'est, je crois énormément à l'engagement des agriculteurs et des collectivités. Les collectivités, je pense qu'on peut les attirer à la fois par l'engagement des citoyens, le tourisme et le stockage carbone. Les agriculteurs, je pense qu'il y a un vrai sujet de démonstration de la viabilité économique, de l'intérêt économique de la haie, qui est certes l'intérêt esthétique, enfin, il y a beaucoup d'intérêts. Mais je crois que pour pas mal d'agriculteurs, être capable de leur dire, ben, non seulement c'est beau, ça coupe le vent, ça casse les pesticides et patati et patata, en plus, ça vous fera baisser vos charges d'exploitation parce que pour le nourrir le cheptel, pour les litières, pour le bois de chauffage, pour les poteaux, etc., etc. Tout ça, c'est autant de charges qui disparaissent. Et donc, vous vous y retrouvez beaucoup. Voilà, désolé de cet ensemble disparate. Sur concernant l'argent de la forêt, effectivement, il y a cet objectif d'1 milliard d'arbres qui a été annoncé à 2030. Alors évidemment, les forestiers n'aiment pas trop qu'on vienne, nous, les acteurs de la haie, petits poussés, taper dans leur caisse. Néanmoins, on a eu une grande victoire en 2024, c'est qu'il y a eu un appel à projet qui était initialement destiné uniquement aux pépinières forestières pour les aider à l'investissement, donc modernisation en termes d'équipement, d'infrastructures, etc. Et on a réussi à faire en sorte que ça devienne un appel à projet ouvert aux pépinières forestières, mais aussi agroforestières. Et ça a été pour nous une source de rapprochement du monde de la forêt, notamment du syndicat national des pépiniéristes forestiers, qui est très puissant, et une décision du ministère de l'Agriculture de dire c'est un appel à projet commun, et on pourrait redonner les chiffres, mais plusieurs pépinières agroforestières, dont la pépinière qu'on a visitée en Alsace, pépinière du Grand Vin, ont pu en bénéficier avec des taux d'aide qui étaient quand même assez intéressants. Donc ça, c'est une première et qu'on pourrait essayer de reproduire. Après, nos amis de la forêt ont, comme nous, en fait, connu des coupes financières très, très importantes. Là, il y avait un appel à projet destiné à soutenir cette filière-là qui était à 150 millions et je crois qu'ils sont tombés à 35. Donc, ce qui permet de relativiser, nous, nos 110 millions, où on est tombé à 7, 9, hein, voilà, en fait, ils ont aussi été très mis à mal par des coupes importantes. Bon, mais garder la logique de mutualisation d'appel à projet comme on a pu avoir là sur les filières amont, on pourrait tout à fait le faire sur les filières de valorisation parce qu'il y a des enjeux en termes d'équipement, machinistes qui sont assez similaires en fait.
Voilà. Et peut-être juste un mot sur la modélisation économique. On partage complètement ce constat. C'est indispensable. On doit pouvoir en apporter la preuve technique, mais aussi être capable de le traduire économiquement. On a déjà pas mal de choses qu'on a pu publier, mais là, on travaille sur des petits outils de modélisation économique qui devraient être assez ergonomiques pour les agriculteurs à l'échelle de la parcelle. Après, on essaye à l'échelle de l'exploitation agricole. Et puis, le rêve à terme, ce serait des petits outils à l'échelle des territoires. Voilà, un territoire avec arbres par rapport à un territoire sans arbres, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de coûts évités, de co-bénéfices, de choses comme ça, euh, pour après faire en sorte que ça puisse être des outils d'aide à la décision. Est-ce que Stéphane, tu veux prendre la parole, puis après on passera à la dernière partie du webinaire? Ouais, c'était juste pour rebondir sur la mobilisation en fait qui doit se faire de façon conjointe quand on parle filière de l'amont à l'aval et donc il y a un véritable enjeu pour travailler aussi bien que le monde agricole qu'avec les collectivités et c'est pas possible d'un moment de ne pas avoir les bons leviers pour mobiliser les collectivités quand elles sont très éloignées, comme c'est le cas actuellement chez nous en tout cas de la question de tiens, on a des haies et tiens, elles pourraient rentrer dans un circuit de valorisation. Donc là, par exemple, on avait un rendez-vous avec un représentant de l'Association des maires de la Creuse il y a peu, parce qu'on a besoin de massifier l'information et surtout que ça devienne un vrai sujet de territoire et pas juste une question économique. En fait, le risque pour les collectivités, c'est qu'on ne soit que sur une question économique stricte et pas du tout sur un réel enjeu de territoire et de préservation de la qualité des territoires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment de façon importante, parce que si on veut avoir une réelle dynamique, on a besoin d'avoir cette appropriation et cette convergence de volonté. Et on va pas uniquement pouvoir se dire c'est parce que c'est plus rentable de brûler de la plaquette que de consommer du pétrole. C'est évidemment un levier, mais ça ne peut pas être le seul. Donc il y a vraiment besoin d'avoir cette approche-là et cette ouverture-là. Merci. Et, Marine, j'ai vu ton message, je te réponds dans le chat. Eh bien, on va pouvoir parler du dernier euh, pilier d'action soutenue par le fonds, qui est le soutien aux associations régionales Réseauet. Je vais être très bref pour surtout qu'on ait le témoignage de David Roland, président de Réseauet Bretagne, tout nouvellement constitué, mais vous donner avec cette carte quelques éléments sur la dynamique en cours. Il y a eu au cours du programme 24-25 deux nouvelles associations créées. Réseauet Centre Val-de-Loire, c'était en décembre 2024, et puis quelques mois plus tard, en juillet 2025, Réseauet Bretagne. Et on est content parce que ça va se poursuivre sur l'année 25. Dans le mois actuel, le 18 novembre, donc très bientôt, c'est Réseauet Occitanie qui va. Alors, on n'est pas tout à fait sur une création, on est sur une asso qui préexistait, la FAC Occitanie, qui était une de nos antennes régionales, mais qui a eu besoin d'un peu plus de temps pour adopter les nouveaux statuts types, le nouveau mode de fonctionnement, etc. C'est une évolution assez importante pour eux parce qu'ils avaient une structuration ancienne qui prévalait. Et là, être réseauet, c'est aussi travailler en coopérative, de façon coopérative et s'ouvrir à une diversité d'acteurs. Donc voilà, c'était le temps pour eux de se préparer à adopter ce nouveau cadre commun. Et puis il y a Réseau et Grand Est qui va être créé 7 jours après, le 25 novembre. Là, on est bien sur une création de toute pièce, donc avec une AG constitutive. Voilà. Et donc ça fait que, alors, sans même compter Occitanie et Grand Est, on avait les associations régionales. Souvent, il y a une vraie dynamique d'échange, de coopération, de montée en compétences, etc. Et donc, on voit que ça fait des émules. Et en moyenne, dans les régions où il y a une association régionale, on a 2 fois plus d'adhérents. C'est un bon signe de la vitalité que peuvent engendrer toutes ces associations régionales. Et on approche là de près de 80% des adhérents qu'on a à Réseau et France qui sont dans des régions où il y a une association régionale Réseauet. Voilà. Et puis les associations régionales Réseauet, c'est aussi des collègues salariés. Vous connaissez surtout les collègues salariés du national, mais on a des collègues très dynamiques dans les différentes associations régionales avec qui on échange également beaucoup. Donc voilà, un petit visuel pour vous dire qu'on est tout proche là de Réseau et Grand Est. On en a vu la dynamique sur le terrain la semaine dernière. Et puis toutes ces assos, elles font énormément d'actions. C'est des colloques ou des événements régionaux, c'est des journées techniques, c'est de la sensibilisation, c'est des webinaires.
Et donc, je voulais vous montrer juste sur la dernière, quelques exemples. On pourrait en prendre plein, mais là, j'ai extrait quelques posts LinkedIn. Alors voilà, Réseau et Normandie qui nous parle récemment de la signature d'un partenariat avec Enedis pour tout ce qui va être le déploiement de la fibre qui pose des questions, parce que souvent, ces fibres, on la déploie sur des endroits où il y a des infrastructures de haies, et ça peut être des moments où les haies morflent un peu. Donc, de bien travailler ensemble. On a Réseau Épis de la Loire là qui nous parle d'un événement où ils intervenaient avec un syndicat de bassin versant pour de la sensibilisation. On a Réseau Hauts-de-France qui organise là une journée de montée en compétence sur la gestion durable qui aura lieu le 12 novembre et le 17 décembre autour du label A. Donc voilà, quelques exemples de publications, mais ça c'est vraiment le quotidien de ces assos régionales. Et aujourd'hui, on ne saurait pas travailler à animer ce réseau de plus de 450 structures sans cet échelon indispensable des associations régionales. C'est vraiment une force importante pour nous. Voilà. Alors, David va nous donner le témoignage sur la Bretagne et puis je vais répondre à ta question, Hubert, pour l'Île-de-France. Mais c'est pas encore tout de suite. On a besoin d'abord d'avoir plus d'adhérents pour l'Île-de-France. Mais on va y travailler. Et puis surtout, si vous nous y aidez. C'est à toi. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, donc je vais vous présenter un petit peu donc l'itinéraire que nous avons eu pour créer et aboutir à la création donc de Réseauet Bretagne. Donc, par rapport à nos enjeux de territoire, donc au niveau de la région Bretagne, donc on représente à peu près un tiers du bocage français, avec notamment un linéaire de haies qui est estimé à plus de 100 km. On est réputé être a priori donc la première région agricole française, notamment en lien avec le développement de l'élevage et notamment les élevages laitiers et les élevages comment notamment avicoles et porcins. Voilà. Alors forcément, la concentration de ces élevages donc a amené à un certain nombre de dérèglements environnementaux qui sont apparus il y a à peu près une quarantaine d'années, hein, avec notamment des effets conséquents sur la qualité de l'eau et sur la biodiversité. Ce qui nous a amené en fait à prendre des mesures pour essayer de répondre à ces problèmes environnementaux et forcément le bocage, hein, qui structure nos paysages et où la haie est un petit peu omniprésente, eh bien correspond à un élément fixe du paysage qui peut apporter une réponse pour répondre à ces enjeux. Donc, initialement, hein, je vous dis, c'était à peu près il y a une trentaine d'années, donc ont émergé des programmes de développement, notamment de plantation de la haie, hein, au démarrage coordonné plutôt par les conseils départementaux, puis le relais a été pris il y a maintenant 14 ans par la région Bretagne qui anime un gros programme qui s'appelle Brest Bocage, donc un programme très ambitieux qui est par contre essentiellement axé sur la plantation. Donc ce programme, qui plante à peu près 500 km par an, eh bien, il a une efficacité qui est réelle, hein, au niveau quantitatif, puisque aujourd'hui, on a une évolution de nos linéaires de haies qui est à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire que ces 500 km plantés annuellement ont réussi à compenser à peu près eh bien, les arasements qui ont pu avoir lieu sur les mêmes périodes, quoi. Par contre, là où on a encore énormément d'efforts à faire, c'est sur la qualité des haies présentes. Alors, si on est dans une situation où c'est un petit peu mieux que l'état initial de la Creuse, on a encore 80% de nos haies qui sont jugées dans un état dégradé, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas eh bien, les services écosystémiques qu'on attend d'elles. Donc, suite un peu à ce constat, eh bien, on a éprouvé la nécessité de développer et de nous structurer en un réseau haie Bretagne. Donc, forcément, l'objectif premier, c'est au profit du développement de l'arbre hors forêt sous toutes ses formes, donc un petit peu toutes les valeurs qui sont défendues par Réseau Haies France, eh bien, seront mises en œuvre à l'échelle régionale. Donc, ce qui représente pour nous un enjeu énorme de renforcer en fait nos structures et notre efficacité. Alors, il s'avère que, et en lien avec un petit peu l'antériorité des actions menées sur le bocage,
Aujourd'hui, en Bretagne, on a un certain nombre de structures qui travaillent sur l'arbre hors forêt et actuellement, on a 70 structures qui sont affiliées à Réseau et France, mais jusque-là, toutes travaillaient à peu près de manière assez individualisée, même si localement, on pouvait observer des partenariats. Donc, on percevait vraiment la nécessité de nous structurer et eh bien, se structurer au sein d'un réseau Bretagne avait tout son sens. Afin de en fait pouvoir échanger entre les structures et puis essayer de définir une feuille de route afin d'être le plus efficace possible, eh bien on considère avoir créé eh bien le contexte et avoir créé un petit peu le petit parlement de la haie au sein de la région Bretagne. Et on a mis du temps un petit peu à nous structurer, sachant que l'objectif aussi, parce qu'il y a des compétences diverses et variées, si il y a 70 structures qui travaillent sur l'arbre, eh bien, toutes ne travaillent pas avec la même approche. Et c'était essentiel de nous structurer et également de nous monter collégialement en compétences et d'envisager justement des partages d'expériences. Alors, on a amorcé donc en 2020 eh bien, cette démarche de Réseau Web Bretagne. Vous voyez, on a été un petit peu dans les premières structures qui avons amorcé la démarche, hein, mais effectivement, après, on a mis peut-être un peu plus de temps que les autres, et simplement lié au fait, en fait, qu'on a beaucoup de structures. Et donc, c'était pas évident de réunir un petit peu tout le monde et puis de discuter et d'essayer de nous structurer, sachant aussi qu'il y avait des têtes de réseau qui avaient et qui ont le sentiment eh bien, de fonctionner de manière efficace. Donc néanmoins, donc on a eu notre première réunion en décembre 2020 et on a vite perçu quand même, parce qu'on a des approches différentes, parce qu'on a des compétences différentes, parce qu'on ne travaille pas tous non plus sur le même objet précisément, c'est-à-dire que certains vont être spécialisés, on va dire, dans la production de plants, d'autres vont être spécialisés dans des actions de plantation, d'autres vont être spécialisés dans des actions de gestion ou encore des actions de valorisation. Donc c'est important eh bien, de se mettre un petit peu en ordre de bataille, on dira. Donc en 2020, première réunion informelle pour percevoir cette nécessité. Donc on est ressorti de cette réunion avec un avis favorable de l'exhaustivité des structures qui travaillent sur la haie. Puis ensuite, en novembre 2022, donc on a mis 2 ans, mais voilà, parce qu'aussi les structures, donc les trois structures moteurs que sont l'Association des techniciens de bassin versant breton, Eaux et rivières de Bretagne et la Fédération des chasseurs des Côtes d'Armor, et bien évidemment, le temps qui était consacré à la structuration de ce réseau régional, eh bien, reposait sur on va dire, des engagements bénévoles des salariés de ces structures. Donc, on a démarré, première réunion collective en novembre 2022, donc commencer à, voilà, les forces, les faiblesses d'un tel réseau, les avantages, les inconvénients, comment on voyait un petit peu notre développement. Puis, en 2024, eh bien, on a commencé donc à travailler, nous, de part et d'autre, et en 2024, à présenter un premier projet de statut. Puis, un mois et demi plus tard, eh bien, commencer à présenter, enfin, retravailler un petit peu ces statuts, réunion en présentiel, peaufiner, on va dire, un petit peu comment chacun voit le fonctionnement réel d'une association régionale. Donc, ça a pris du temps, ça a permis aussi bah, de se connaître. Un paquet enfin, quasiment toutes les structures étaient présentes lors de ces réunions. On avait emprunté l'amphithéâtre d'un lycée agricole pour nous réunir. Et puis, bah, tout ce cheminement, toute cette démarche a, comment dirais-je, oui, une étape que j'oublie, c'est qu'en novembre 2024, eh bien là, pour le coup, comme on avait le quitus de chacune des têtes de réseau, notamment breton, eh bien, pour réellement nous structurer, eh bien, de proposer une version un petit peu définitive des statuts diapo suivante, que l'on a soumis au vote et à l'approbation de l'ensemble des membres bretons affiliés à Réseau et France le 5 juin 2025, puisque cette date eh bien, correspond à notre Assemblée générale constitutive. Ce jour-là, donc, on a élu un conseil d'administration diapo suivante, donc qui est fort de 16 structures qui ont accepté aussi vraiment s'engager dans une phase opérationnelle et être, on va dire, force de proposition et d'action pour essayer de mener à bien ce projet de constitution de réseau
Réseau Web Bretagne. Donc, vous voyez, donc des structures hein, au profil vraiment différent. On a donc dans le premier collège qui est les structures qui œuvrent où 100% de leur activité gravite autour de l'arbre. Donc, Sève Brest, par exemple, qui est la structure qui réunit les pépiniéristes bretons végétal local. On a également avec Englas, une structure spécialiste de la gestion des arbres et des haies de bord de route. On a également la SIC ENR Pays de Rance, qui est une structure de valorisation bois énergie. On a une autre SIC, Crest-Brest Bois Énergie, qui est émergente en matière de valorisation du bois. Au niveau des structures agricoles, on a à la fois un CFPPA qui est partie prenante, on a les agriculteurs bio, on a le réseau des CIVAM, on a également une coopérative, une grosse coopérative, à 17 500 agriculteurs affiliés, Reden, et puis après les structures qui plus de, on va dire, qui mènent plus des actions environnementales et dont l'arbre fait partie de leurs activités, mais pas forcément principalement, eh bien, des structures comme OR Rivière de Bretagne, comme les techniciens de bassin versant breton, comme des collectivités territoriales qui animent Brest-Bocage, ou encore les fédérations de chasseurs. J'ai oublié de citer aussi une structure brestoise, vous voyez, Vivre avec l'arbre, donc qui est plus spécialisée, on va dire, sur l'arbre urbain, et puis la préservation des arbres jugés un peu remarquables. Donc voilà, alors, en même temps, avec cette diversité de profils, hein, des structures vraiment comment dirais-je, on a également une très bonne couverture de la région. Vous avez vu un petit peu la répartition de ces structures au sein de la région Bretagne. Donc nos objectifs, eh bien, c'est tout d'abord de réunir les acteurs de la haie et du bocage de l'amont à l'aval pour essayer de nous structurer avec une cohérence, on va dire, dans l'efficacité des projets, faciliter les échanges techniques et le partage d'expériences, euh, initier donc des projets en faveur du bocage et puis de porter aussi collectivement des propositions ambitieuses et puis avoir une certaine force de frappe auprès des décideurs publics notamment et puis d'essayer de les mobiliser pour dégager des fonds pour nous soutenir. Nos enjeux immédiats, même si on va les affiner, puisque demain, on a une journée de travail complète en présentiel où on va essayer de prioriser un petit peu nos actions et de voir ce qu'on va, comment dirais-je, orienter prioritairement comme action à mener. L'enjeu premier, parce que c'est pas facile lorsqu'on a un job par ailleurs, eh bien d'animer efficacement un réseau est, eh bien notre premier objectif, ça va être de recruter, donc afin notamment de créer une dynamique interne en favorisant l'interconnaissance qui est essentielle, hein, de bien se connaître, bien créer aussi le climat de confiance entre nous pour devenir efficace, se faire connaître auprès des structures institutionnelles. Hein, donc, on définira aussi demain un petit peu le listing des structures essentielles qu'on devra rencontrer, hein, la région, la DRAF, l'ADEME, l'OFB et autres représentations de ce type, l'Association des maires, par exemple, qui est un partenaire qu'on a jugé primordial. Voilà, diapo suivante. Donc, le fonds pour l'arbre, pour nous, bah, il est essentiel. Et puis, on félicite un petit peu cette démarche et on remercie hein, cette démarche qui est de soutenir l'émergence d'un réseau régional avant même qu'on ait commencé, on va dire, à mener concrètement des actions. Donc, ça, c'est absolument pour nous déterminant parce que ça va nous permettre quand même de démarrer sur une base, on va dire, saine et solide et notamment pour soutenir donc cette démarche, cette dynamique régionale, de communiquer aussi sur cette nouvelle association, donc de pouvoir produire des outils de communication, pouvoir envisager aussi la création, le montage des premiers événements. Et là où on félicite vraiment la démarche du fonds sur cette aide, c'est que mine de rien, eh bien, il n'en existe pas d'autres, quoi. C'est-à-dire que, eh bien, cette première aide, comme je le dis, alors même qu'on n'a pas encore commencé nos actions, ce climat de confiance qui nous est, ou cette confiance qui nous est accordée, va nous permettre de démarrer, comme je dis, pour produire des outils de com, pour peut-être défrayer aussi, eh bien, des déplacements où notre présence sera jugée primordiale. Enfin voilà, donc demain, on va justement essayer vraiment de mettre du concret derrière toutes ces actions comment dirais-je, naissantes. Et puis, voilà, je vais en rester là parce que j'ai pas encore
encore du concret à vous présenter, mais je serais très heureux de revenir au devant de vous, justement pour vous faire part, eh bien, concrètement des premières actions menées. Je vous remercie. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'on peut prendre peut-être une question et puis se laisser là? On a dépassé un petit peu le temps du webinaire. Des questions dans le chat. Ok. Non, on Ouais, n'a pas des de- questions dans le chat. Ok. Euh, Merci. Je l'ai mis dans le... Ah pardon, Hubert, j'ai juste mis dans le chat et je voulais le dire à l'oral quand même, un point important pour moi sur la plus-value du fonds vis-à-vis de nos interlocuteurs, c'est que vraiment, jusqu'ici, on était la petite association ou le petit acteur local qui s'engage fortement sur la question de la haie. Quand tout à coup, on commence à parler du fond et qu'on montre qu'on a des grosses entreprises, des grandes fondations, des acteurs comme ça qui, de prime abord, ne sembleraient pas les plus intéressés par le sujet, eh bien, ça fait écho. Et j'ai eu pas mal de réactions, surtout ces derniers temps, avec Ah d'accord, bah, on n'aurait pas cru tiens, que le fonds Peugeot, M6, Caudalie, des structures aussi différentes pouvaient s'intéresser à ce type de sujet. Donc voilà, ça fait partie des leviers également amenés par le fonds, en plus de l'appui financier. Hubert voulait intervenir. Oui, moi j'avais juste une question. Donc j'ai vu que vous faisiez référence dans le rapport au séminaire stratégique de juillet. Et voilà, pour savoir si vous allez et comment diffuser ces orientations et voir comment ça impacte notre action dans les mois et années à venir. Oui, alors la feuille de route a été donc décidée, votée par le CA. Maintenant, on est en train d'appliquer cette feuille de route et on va partager donc via des newsletters régulières à la fois des remontées de terrain pour que vous ayez des témoignages de terrain. On va voir avec aussi c'est par région, par thématique, on va voir comment on organise ça, et aussi les avancées euh, de la mise en œuvre de la stratégie à 2027 du Fonds pour l'Arbre. Où est-ce qu'on en est? Et donc ça, on va pouvoir vous partager ça. Et on va vous envoyer aussi le détail de ces axes ensuite par mail avec quelques ressources. On va vous envoyer ça. Donc ce séminaire-là était vraiment un séminaire stratégique pour les membres du CA, mais normalement, tous les séminaires du mois de juillet sont ouverts à tous les mécènes. Là, c'était important de travailler avec les administrateurs, mais le prochain séminaire, qui sont des temps de travail, seront ouverts à tout le monde, tous les mécènes. Merci beaucoup et bonne Merci journée. à votre Merci beaucoup. bonne journée à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir.